Un millionnaire aide accidentellement des jumeaux la veille de Noël. Le lendemain, il les trouve inattendument debout au cimetière de sa femme. Avant de commencer l'histoire, n'oubliez pas de laisser un like et de vous abonner à la chaîne pour voir plus d'histoires comme celle-ci. La maison était trop grande pour que le silence s'y installe complètement, mais il essaya. Le léger bourdonnement du chauffage, le craquement occasionnel du bois vieillissant et le crépitement des flammes dans l'âtre luttaient pour étouffer le vide creux qui résonnait à travers les grandes salles du domaine Livingstone. Dehors, la ligne d'horizon de Phoenix scintillait sous une froide nuit d'hiver, mais le monde au-delà des murs de son manoir aurait aussi bien pu être une autre planète. Paul Livingstone était assis dans son fauteuil en cuir, un verre en cristal à la main. Le liquide ambré à l'intérieur était à peine agité tandis que sa prise se resserrait, ses jointures pâles contre le verre. Au-dessus de la cheminée, un portrait de Virginia le regardait, son sourire figé dans une expression de chaleur qu'il n'avait pas ressentie depuis des années. Elle portait cette robe rouge, celle qu'elle insistait à porter chaque Noël malgré ses plaintes sur son manque de praticité, car « c'est festif », disait-elle en riant. Ses doigts ajustaient toujours rapidement un nœud ou un ruban. « Tu ne vois pas, Robert, Noël n'est pas Noël sans joie. » Il leva son verre, le whisky piquant contre sa gorge. Les mots n'avaient pas de sens pour lui alors, maintenant il résonnait dans le silence en se moquant de lui. Le sapin massif dans le coin de la pièce était nu, ses branches l'accusaient par leur nudité. Virginia avait toujours insisté pour le décorer ensemble, transformant la tâche en un événement complet avec du vin moulu, des disques de Noël et son flot ininterrompu de gaieté des fêtes. Mais cette année, l'arbre était une ombre, un rappel de tradition depuis longtemps morte. Un coup sec le surprit, le son était étrange et contrariait le cocon de calme. Paul posa son verre avec soin délibéré et vérifia sa montre. Presque 21 heures, le personnel avait été congédié il y a des heures. Qui viendrait ici sans invitation la veille de Noël? Le coup frappa de nouveau, plus insistant cette fois. Soupirant, il se leva, ses pas résonnant contre les sols en marbre alors qu'il traversait le vaste hall d'entrée. Lorsqu'il ouvrit la lourde porte en chêne, un courant d'air froid balaya l'intérieur, avec lui, deux figures petites, tremblantes et incroyablement jeunes. Le garçon s'avança le premier, le visage crispé par le froid. « S'il vous plaît, monsieur, nous avons besoin d'aide. » Paul cligna des yeux, momentanément sans voix. La fille, légèrement plus petite, s'accrocha à la main du garçon, ses yeux grands et lumineux sous la lumière du porche. Ils étaient enveloppés dans de fines manteaux qui semblaient plus des suggestions de chaleur qu'une protection réelle contre l'air mordant. « Ce sont des jumeaux, qui vous a envoyé ?» Sa voix sortit plus dure que prévu, ses années de négociation et de commandement dans les salles de conseil s'immisçant dans son ton. Le garçon hésita mais redressa ses épaules. « Personne ne nous a envoyés, nous pensions peut-être que quelqu'un ici pourrait aider. » Paul les étudia, son regard entraîné notant les coutures usées de leurs vêtements, les taches sur leurs joues et les rougeurs sur leur peau exposée. « Aider à quoi ? » « Notre mère, » dit la fille d'une voix à peine audible. « Elle est malade, elle a besoin de médicaments, mais nous n'avons pas assez. » Paul fronça les sourcils, son esprit cherchant la logique dans l'absurdité de la situation. Les étrangers ne frappaient pas aux portes dans son monde, sauf s'ils livraient des colis ou demandaient des dons. « Pourquoi viendriez-vous ici ? Il y a des refuges, des organisations. » Le garçon l'interrompit, ses mots sortant précipitamment. « Nous avons essayé, ils ont dit que tout était fermé pour Noël. » Quelque chose dans son ton, un mélange de désespoir et de défiance, transperça le détachement pratiqué de Robert. Il s'appuya contre le cadre de la porte, son souffle se transformant en brume dans l'air nocturne. « Où habitez-vous ? » La fille répondit cette fois en pointant vers la partie plus sombre du quartier qui bordait le domaine, pas loin. C'était un petit endroit. L'esprit de Robert fut envahi par des images d'appartements exigus et de papiers peints écaillés. Il connaissait la région ayant conduit à travers elle dans le fond de sa voiture de ville, les vitres teintées pour flouter la réalité extérieure. Il exhala, le son ressemblant plus à un grognement. « Attendez ici. » Les enfants échangèrent des regards nerveux mais ne bougèrent pas. Lorsqu'il revint avec un billet de $100 en main, leurs yeux s'écarquillèrent. « Cela devrait couvrir les médicaments, » dit-il en le tendant. « Prenez ce dont votre mère a besoin. » Le garçon le prit, les mains tremblantes, pas seulement du froid. « Merci, monsieur, vraiment, merci. » La fille murmura quelque chose à son frère, mais il secoua la tête en tirant sa main. « Nous devons y aller. » Paul referma la porte derrière eux, le vent emportant leur voix faible. Pendant un moment, il resta dans le hall vide, regardant la porte fermée comme si elle pourrait les rappeler, mais le silence revint enveloppant la maison une fois de plus.
Il prit son verre, mais le whisky avait un goût amer maintenant, brûlant vide contre le nœud grandissant dans sa poitrine. Au-dessus de la cheminée, les yeux peints de Virginia semblaient le suivre, son expression impénétrable. « Tu les aurais invités à entrer, » murmura-t-il, sa voix à peine audible. « Tu aurais fait du coco ou quelque chose ?» La pièce ne répondit pas, seulement le sifflement doux du feu mourant. La lourde porte en chêne gémissait lorsque Paul la rouvrit. L'air froid tranchait la chaleur du hall, mordant sa peau. Il scanna l'allée et aperçut les deux enfants marchant lentement sur le chemin enneigé, leurs petites silhouettes presque englouties par la nuit. « Attendez » appela-t-il, sa voix plus tranchante que prévu. Le garçon s'arrêta le premier, se retournant avec une expression méfiante. La fille tira sur sa manche, ses pas hésitants la suivant. Ils se tinrent dans la lueur tamisée de la lumière du porche, leur haleine visible dans l'air glacial. Paul ajusta sa posture, incertain de pourquoi il les avait arrêtés. Il fit un geste rigide vers la porte ouverte. « Revenez à l'intérieur, vous allez geler dehors. » Le garçon hésita, son corps se positionnant protectivement devant la fille. « Nous allons bien, monsieur, nous ne voulons pas vous déranger, vous l'avez déjà fait. » Paul répondit franchement, bien que son ton s'adoucit en remarquant comment la fille tremblait malgré les tentatives de son frère pour la protéger. « Maintenant, entrez avant que je ne change d'avis. » Cela fit l'affaire. Le garçon acquiesça brièvement, serrant la main de la fille alors qu'il passait devant Paul dans le vaste hall, leurs pas étouffés par des baskets usées laissant des empreintes humides sur le sol poli. L'espace avec ses plafonds imposants et sa décoration immaculée semblait les engloutir complètement. « Restez ici » ordonna Paul en fermant la porte derrière eux. Il fit un signe vers le salon juste au-delà de l'entrée, son feu projetant une lueur orange chaleureuse près du feu, les grands yeux de la fille se balançant dans l'air glacial alors qu'ils se dirigeaient vers l'âtre, leur curiosité tempérée par la prudence. Le garçon restait stoïque, son regard fixé sur Robert, ses épaules droites comme s'il se préparait à une confrontation. Paul s'appuya contre l'entracte, les bras croisés, étudiant les enfants un moment. « Comment vous appelez-vous » demanda-t-il. Le garçon parla le premier. « Tommy ». Sa voix était stable mais ses doigts s'agitaient sur l'ourlet effiloché de son manteau. Il hocha la tête vers sa sœur. « C'est Laurie, et votre mère ?» Paul pressa, son ton abrégé. « Qu'est-ce qui ne va pas avec elle ?» Laurie regarda Tommy avant de répondre. « Elle est vraiment malade, fièvre, tout le temps, elle ne peut pas sortir du lit. » Sa voix était faible mais claire, et personne d'autre ne pouvait aider. Paul plissa les yeux. « Pourquoi venir ici ?» Tommy se déplaça mal à l'aise, sa mâchoire se serrant. « Nous avons essayé, dit-il. Refuge, clinique, tout est fermé ce soir, quelqu'un a dit cet endroit. Eh bien, ils ont dit que vous pourriez. » Il s'arrêta en jetant un coup d'œil à Laurie, qui regardait le sol. La voix de Robert s'accentua. « Qui vous a dit de venir ici ?» Tommy ouvrit la bouche mais la referma de nouveau, son expression impénétrable. Laurie bégaya, manipulant la manche de son manteau. « Quelqu'un nous a dit de venir ici, » dit-elle à la place. « Quelqu'un que nous connaissions avant. Ils ont dit que nous pourrions trouver de l'aide ici si nous en avions vraiment besoin. » Paul fronça les sourcils, leur imprécision irritant sa patience. « Cette personne ? Pourquoi ne vous ont-ils pas aidé auparavant ?» Laurie sursauta au ton de Paul, mais Tommy s'avança, son menton se relevant. « Ils sont partis, d'accord, nous sommes venus parce que nous ne savions pas quoi faire d'autre. » Paul fut surpris par la défiance du garçon, ses mots à la fois tranchants et vulnérables. Il soupira, passant une main sur son visage. « Attendez ici, » dit-il avant de disparaître dans l'étude adjacente, le son d'un tiroir s'ouvrant résonnant faiblement. Lorsqu'il revint, il tenait un billet net à la main. « Utilisez-le pour acheter de la nourriture, » dit-il. Tommy le prit, mais Paul hésita, fronçant les yeux. « Comment savoir que ce n'est pas une arnaque, que vous n'êtes pas ici pour inventer des histoires pour obtenir des secours ?» Le visage de Tommy s'assombrit, ses mains se serrant en poing à ses côtés. « Nous ne mentons pas, » dit-il à travers des dents serrées. « Notre mère est malade, si vous ne voulez pas aider, d'accord, mais ne nous appelez pas des menteurs. » Laurie murmura, tirant sur sa manche. « Ce n'est pas grave. » Paul étudia la posture rigide du garçon, le reflet de l'humiliation dans ses yeux, quelque chose à propos de cela évoquait un souvenir qu'il ne pouvait pas tout à fait identifier. Il exhala, relâchant sa prise sur le billet en le tendant. « Prenez ce dont vous avez besoin, » dit-il. Tommy prit l'argent, ses mouvements rigides et mécaniques. « Merci, » murmura-t-il, bien que sa gratitude ressemblât plus à une obligation qu'à une sincérité. Laurie réussit un petit sourire,
sa voix à peine au-dessus d'un chuchotement. « Merci, monsieur, vraiment. » Paul acquiesça sèchement en évitant son regard. « Rentrez chez vous, il est tard. » Les enfants se tournèrent pour partir, leurs petites formes illuminées brièvement par la lumière du feu avant de disparaître dans la nuit froide. Paul referma la porte derrière eux, le loquet s'enclenchant avec une finalité qui le dérangea. De retour dans le salon, il se versa un autre verre, mais le whisky n'avait plus le même goût. Quelque chose à propos de la rencontre s'accrochait à lui comme le froid persistant de la porte ouverte. Il jeta un coup d'œil au portrait de Virginia au-dessus de la cheminée, son sourire peint aussi chaleureux et connaissant qu'avant. La pièce, comme toujours, était silencieuse. Le matin était calme, l'air vif avec la morsure de l'hiver alors que Paul Livingstone marchait sur le chemin enneigé du cimetière, ses chaussures polies laissant des empreintes délibérées dans le paysage immaculé. Le ciel au-dessus était gris pâle, lourd de promesses de plus de neige. Phoenix voyait rarement un tel froid, mais les matinées de Noël avaient pris une signification plus froide et plus solennelle pour Paul depuis le décès de Virginia. Dans sa main, il tenait un bouquet de roses blanches, les préférées de Virginia. Chaque année depuis sa mort, il faisait ce pèlerinage, un rituel silencieux en l'honneur de la femme qui avait apporté de la lumière à sa vie autrement mécanique. Les mots sur sa pierre tombale apparurent alors qu'il s'approchait, toujours aimé de tous ceux qu'elle a touchés. Il s'agenouilla, brossant une couche de neige à la base de la tombe avant de poser soigneusement les roses. Ses doigts gantés s'attardaient sur la pierre froide, traçant les lettres de son nom tandis qu'un soupir s'échappait de lui. « Tu as toujours eu la chaleur qui me manquait », murmura-t-il, son souffle visible dans l'air glacé, « et regarde ce qui reste sans toi. » Un bruit de bruissement attira son attention, faible mais distinct dans le silence. Il se redressa et se tourna vers le bruit, son front plissé en voyant deux petites figures agenouillées de l'autre côté de la tombe, leurs têtes inclinées, les mains tâtonnant un bouquet ébouriffé de fleurs sauvages. Le garçon plaçait les fleurs soigneusement tandis que la fille ajustait son écharpe contre le froid. Pendant un moment, Paul resta simplement à les regarder, l'incrédulité le paralysant. C'étaient eux, les enfants de la nuit précédente. « Qu'est-ce que » commença-t-il en marchant vers eux, sa voix résonnant dans le calme. « Vous aussi ? Encore ?» Le garçon se raidit, se tournant pour le faire face avec un regard de défiance fatigué. La fille se leva rapidement, tirant sur la manche du garçon, son expression écarquillée et incertaine. « Que faites-vous ici devant la tombe de ma femme ?» demanda Paul, bien que son ton soit moins tranchant que prévu. Son regard se tourna vers la tombe qu'ils étaient en train de visiter, celle de Virginia. La fille s'avança, hésitante, ses bottes craquant doucement dans la neige. « Nous sommes venus la remercier, dit-elle. » Sa voix s'affaiblit de confusion. « Que voulez-vous dire ?» Le garçon, Tommy, bougea protectivement devant sa sœur. « Elle nous a aidés, dit-il fermement bien que sa voix tremblait légèrement. « Elle a toujours aidé. » Les yeux de Robert se plissèrent, son regard passant entre les deux. « Vous ont-ils aidé ? Comment ?» Lorsque Laurie regarda son frère avant de répondre. « Elle était la marraine de Virginia, elle nous a aidés quand personne d'autre ne le ferait. Elle apportait de la nourriture, des médicaments, des vêtements, elle s'occupait de nous. » Les mots frappèrent Paul avec une force brutale. Il recula, son visage se durcissant pour masquer la tempête qui faisait rage en lui. Virginia n'avait jamais mentionné, jamais dit un mot. « Peut-être qu'elle ne pensait pas que vous vous en soucieriez, dit Tommy d'un ton direct, croisant les bras. « Nous ne voulions pas vous déranger, dit Laurie en bégayant, mais Tommy s'avança. « Mrs. Virginia nous a parlé de vous, dit-elle. Elle disait que vous étiez un homme occupé, mais qu'elle croyait toujours en vous. » La poitrine de Robert se serra. « Elle a toujours cru en moi, » murmura-t-il, sa voix se brisant dans le calme de l'étude. « Je vais arranger les choses, » dit-il, déterminé. La neige continuait de tomber dehors, recouvrant le manoir d'un manteau trompeur, mais à l'intérieur, Paul Livingstone était assis entouré des échos de la compassion de sa femme, commençant enfin à voir le chemin qu'elle avait laissé pour lui. Le quartier n'était pas un endroit que Paul Livingstone avait visité auparavant. Les rues étroites étaient bordées de maisons modestes, beaucoup montrant des signes d'usure, peintures écaillées, porches affaissés et zones de terre là où les pelouses prospéraient autrefois. Sa berline noire et élégante était garée le long du trottoir, semblant hors de place avec sa surface brillante reflétant le gris terne du ciel couvert. Il vérifia de nouveau l'adresse indiquée dans les notes de Virginia et descendit, serrant une petite boîte d'épicerie dans sa main. L'air était vif et son souffle se formait en nuages alors qu'il s'approchait de la petite maison usée. La porte s'ouvrit avant qu'il ne frappe.
Tommy se tenait là, son regard vif et méfiant, derrière lui Laurie jeta un coup d'œil, son expression incertaine. « Vous encore, Tommy ?» dit-il, sa voix gardée. « Que faites-vous ici ?»« J'ai besoin de parler à votre mère, » répondit Paul d'un ton neutre. « Est-elle chez elle ?» Le garçon hésita, ses doigts serrant le cadre de la porte. « Elle se repose, elle est malade, » dit Laurie en s'avançant, sa voix plus douce. « Elle voudra vous voir. » Après une longue pause, Tommy fit un pas de côté et se dégagea. Paul entra dans la maison, s'accroupissant légèrement pour passer sous l'encadrement bas. L'intérieur était sobre mais propre. Le salon était dominé par un canapé décoloré et un petit radiateur bourdonnait dans le coin, luttant pour réchauffer l'air. « Attendez ici » dit Laurie en lui faisant signe de s'asseoir. Elle disparut dans un couloir étroit tandis que Tommy restait près de la porte, les bras croisés comme pour se protéger de la présence de Robert. Quelques instants plus tard, Laurie revint en guidant une femme frêle dans la pièce. Anna Rodriguez était mince, sa peau pâle et ses mouvements lents, mais ses yeux étaient vifs, portant un mélange de lassitude et de fierté. « Monsieur Livingston » dit-elle, sa voix rauque mais ferme. « Je ne m'attendais pas à une visite. » Paul se leva, posant la boîte d'épicerie sur la petite table. « Je suis désolé de vous déranger » dit-il avant de faire une pause, cherchant les mots justes. « J'ai récemment appris l'aide que Virginia vous a apportée à vous et à votre famille. » L'expression d'Anna s'est adoucie. À la mention de Virginia, elle était un ange, a-t-elle dit simplement, nous n'y serions pas arrivés sans elle. Je ne le savais pas, a admis Paul, les mots semblaient lourds, insuffisants. Je ne réalisais pas l'impact qu'elle avait ou les dégâts que j'avais causés. Anna l'a étudié un moment avant de hocher la tête vers le canapé. Assieds-toi, a-t-elle dit d'un ton gentil mais ferme. Tu as l'air d'un homme qui a quelque chose en tête. Paul s'est assis, sa posture rigide. Virginia avait des projets, a-t-il commencé, quelque chose de plus grand, une fondation pour aider des familles comme la vôtre. Je n'en ai appris que récemment, mais je veux le réaliser. Les sourcils d'Anna se sont froncés. C'est une idée noble, mais pourquoi maintenant? Il a hésité, ses doigts serrés fermement ensemble. Parce que je le lui dois et aux personnes que j'ai blessées. Pendant un moment, la pièce est restée silencieuse, à l'exception du faible bourdonnement du chauffage. Puis Anna s'est penchée en avant, sa voix calme et ferme. Si tu es sérieux à ce sujet, ne le fais pas seulement pour elle, fais-le parce que tu crois que c'est la bonne chose à faire. Ces mots ont résonné alors qu'il conduisait de retour à son manoir. La fondation n'était pas seulement destinée à honorer Virginia, elle visait à reconquérir quelque chose en lui-même, quelque chose qu'il n'avait pas réalisé qu'il manquait. 2 semaines plus tard, Paul se tenait dans la salle de réunion de Livingston Enterprises, la table polie reflétant la détermination de sa mâchoire. Autour de lui, ses actionnaires échangeaient des regards sceptiques. « C'est un gaspillage de ressources », a argumenté l'un d'eux. « Nous sommes une entreprise, pas une œuvre de charité, c'est imprudent. » Un autre a ajouté « Notre réputation est bâtie sur l'efficacité et le profit, cela pourrait miner tout ce pour quoi nous avons travaillé. » Paul a levé une main pour faire taire la salle. « Notre réputation, a-t-il dit d'une voix calme mais inflexible, est bâtie sur le succès à tout prix. Ce n'est plus quelque chose dont je suis fier. » Un murmure s'est répandu dans la salle, l'incrédulité gravée sur chaque visage. « Cette fondation n'est pas ouverte au débat. » Paul a continué. « J'ai déjà commencé le processus, si nécessaire, je la financerai moi-même. » Un membre senior du conseil a demandé, incrédule, « Pourquoi faire ?»« Pour quelque chose qui compte, » a répondu Paul. La salle est tombée silencieuse, le poids de ces mots suspendus dans l'air, remettant en question les valeurs tacites qui avaient dirigé l'entreprise pendant des années. « Vous risquez d'aliéner les investisseurs, » a dit l'un des membres plus jeunes avec prudence. « Cela pourrait se retourner contre nous. » Paul a répondu, qu'il en soit ainsi, son regard balayant la salle en rencontrant chaque paire d'yeux à tour de rôle. Cette entreprise a assez de succès pour survivre avec un peu de décence. Sur ce, il est sorti, laissant les membres du conseil stupéfaits traiter sa décision. Ce soir-là, alors qu'il était assis seul dans son bureau, Paul a à nouveau ouvert le carnet de Virginia. Ses doigts effleuraient son écriture, chaque mot lui rappelant la femme qui avait cru en lui-même quand il ne le méritait pas. « Virginia, » a-t-il murmuré d'une voix calme mais résolue, « je vais mener cela à bien. » Dehors, la skyline de Phoenix scintillait dans la nuit. Paul a ressenti une lueur de chaleur revenir dans son cœur. Le chemin à venir serait difficile, mais pour la première fois, il n'avait pas peur de l'affronter. La salle communautaire était bondée, son espace modeste bourdonnant de murmures d'anticipation et de scepticisme. Des chaises pliantes alignaient la pièce,
remplie de visages fatigués d'ouvriers d'usine, de parents célibataires et de familles en difficulté. L'air était chargé de curiosité. Beaucoup avaient entendu des rumeurs sur un homme qui, autrefois, incarnait la cupidité d'entreprise et qui essayait maintenant de défendre la charité. Le nom Paul Livingston les avait amenés ici et avec lui, un courant sous-jacent de ressentiment. Paul se tenait près de l'avant, ajustant sa cravate par habitude plus que par nervosité. Il balayait la foule, leurs visages attendus contrastant fortement avec les salles de conseil polies auxquelles il était habitué. Ce n'était pas son arène, mais il était là malgré tout. Guidé par quelque chose de plus grand que le confort ou la réputation, derrière lui pendait une bannière simple portant l'inscription « Fondation Virginia Loving, construire l'espoir pour les familles dans le besoin ». Il a avancé vers le petit podium, son microphone grésillant faiblement. En l'ajustant, la salle s'est calmée, un silence collectif tombant sur la foule rassemblée. « Bonsoir à tous », a-t-il dit d'une voix ferme mais manquant de son habituel polissage d'entreprise. « Beaucoup d'entre vous me connaissent, ou plutôt vous connaissez mon nom. Je m'appelle Paul Livingston et je suis ici grâce à ma défunte épouse Virginia. » La mention de son nom a adouci quelques visages dans la foule, d'autres sont restés stoïques, les bras croisés et les expressions méfiantes. Virginia croyait en aider ceux qui avaient été négligés, a poursuivi Paul. Elle a dédié sa vie à soutenir les familles dans le besoin, souvent de façon que je ne comprenais pas complètement à l'époque. Aujourd'hui, je me tiens ici non pas comme l'homme que vous pensez, mais comme quelqu'un qui essaie d'honorer sa vision. La Fondation Virginia Loving est ma manière de poursuivre son travail. Pendant un bref moment, la salle est restée silencieuse, ses mots suspendus dans l'air, puis une voix au fond a percé le calme. Honorer sa vision. Tu veux dire après que tu aies détruit la nôtre ? Toutes les têtes se sont tournées pour voir un homme se lever de son siège, le visage rouge de colère. Tu as fermé notre usine, Livingston, tu nous as laissés sans rien et maintenant tu veux jouer au héros ? Une vague de murmures s'est répandue dans la foule tandis que d'autres acquiesçaient en accord. Une autre voix s'est ajoutée, celle d'une femme. Tu penses qu'en nous jetant de l'argent, tu effaceras ce que tu as fait ? Nous avons perdu nos emplois, nos maisons à cause de toi. Paul a serré les bords du podium, les accusations le frappant plus fort qu'il ne l'avait prévu. Il s'était préparé au scepticisme, mais pas à cette colère brute et non filtrée. Les voix devenaient plus fortes, se mêlant en une cacophonie de blâme. Tu as ruiné des vies, Livingston, pourquoi devrions-nous te faire confiance maintenant ? Est-ce juste une autre déduction fiscale pour toi ? Il est resté là, absorbant chaque mot. Son instinct était de se défendre, d'expliquer que ses intentions étaient sincères, mais il savait que les mots seuls ne réparaient pas ce qu'il avait brisé. Il a baissé les yeux sur ses mains serrées contre le bois du podium et s'est forcé à respirer. « Arrête !» Une petite voix claire a traversé le bruit. La foule est tombée silencieuse alors que Laurie s'avançait, sa petite silhouette éclipsée par les adultes autour d'elle. Elle a regardé la mère de visage, son expression timide mais déterminée. Madame Virginia croyait en lui, a-t-elle dit, sa voix tremblante légèrement mais devenant plus forte à chaque mot. Elle nous a dit qu'il avait un cœur gentil, même s'il ne le montrait pas toujours, et elle avait raison. Monsieur Livingston a déjà aidé ma famille et il essaie d'aider vous tous maintenant. Tommy l'a suivi de près, son regard stable et inébranlable. Ouais, il a fait des erreurs, a ajouté le garçon, de grosses erreurs, mais il est là pour les réparer. Si Madame Virginia croyait en lui, peut-être devrions-nous aussi lui donner une chance. Les mots des enfants ont suspendu dans l'air, leur sincérité coupant à travers la colère de la foule. Quelques têtes ont hoché la tête, bien que d'autres semblaient encore non convaincus. L'hostilité s'était adoucie, mais n'avait pas entièrement disparu. Paul a finalement trouvé sa voix, bien qu'elle fût plus douce maintenant. « Tu as raison », a-t-il dit en s'adressant à la salle. « J'ai pris des décisions qui ont blessé des gens. Je ne peux pas annuler ce qui a été fait, mais je peux essayer d'améliorer les choses. La Fondation Virginia Loving n'est pas à propos de moi, elle est à propos de vous tous et de l'avenir que nous pouvons construire ensemble. » Pendant un instant, personne n'a parlé, puis lentement une poignée d'applaudissements a éclaté, hésitant au début mais gagnant en force. Ce n'était pas une victoire, mais c'était un début. Plus tard dans la soirée, alors que la foule se dispersait, Paul se tenait devant le hall, l'air froid de la nuit mordant sa peau. Laurie et Tommy se tenaient à ses côtés, leurs petites mains serrant son manteau. « Merci », a dit Paul d'une voix basse. « Pour ce que tu as dit là-dedans. » Laurie a haussé les épaules, ses joues roses de froid. « Nous avons juste dit la vérité. » Tommy l'a regardé, son expression sérieuse. « Ne gâche pas tout. » Un léger sourire s'est dessiné sur les lèvres de Paul. « Je vais essayer », a-t-il dit, bien que son ton portait une chaleur qu'il se permettait rarement de montrer. «
Quelqu'un doit le faire, a répondu Tommy avec un sourire espiègle. Les enfants étaient devenus une présence régulière dans la vie de Paul, visitant régulièrement la fondation après l'école. Ils aidaient à organiser les fournitures et suggéraient même des idées pour des événements communautaires. Leur présence apportait une légèreté inattendue à ses journées, remplissant des coins de son cœur qu'il n'avait pas réalisé être vides. Concilier les demandes croissantes de la fondation avec ses responsabilités d'entreprise s'est avéré difficile. Les appels téléphoniques tard le soir avec des actionnaires mécontents devenaient routiniers. Il remettait en question son dévouement à l'entreprise, citant la baisse des profits et les distractions perçues. On ne peut pas gérer une œuvre de charité et une entreprise, avait dit Robert, un cadre supérieur, lors d'une réunion particulièrement tendue. Tu es surchargé. Mais la détermination de Paul ne faisait que se renforcer. Alors peut-être que l'entreprise doit apprendre à se suffire, avait-il répondu d'un ton définitif. J'ai passé des années à courir après les chiffres, il est temps de courir après quelque chose qui compte. Les défis ne se sont pas arrêtés au revers en salle de réunion. Les difficultés à la fondation se manifestaient par des cauchemars logistiques, des malentendus et la réalisation accablante que les besoins à Phoenix dépassaient de loin leurs ressources. Les familles arrivaient avec des histoires d'expulsion, d'urgence médicale et l'érosion lente de l'espoir. Chaque cas était un rappel des vies qu'il avait impactées indirectement par sa quête incessante de profit. Un jour, en visitant une famille nouvellement placée dans un logement temporaire, Paul a remarqué un enfant s'accrochant à un ours en peluche déchiré. Les coutures se déchiraient. La vue l'a frappé d'une manière inhabituelle, une pointe de culpabilité et de détermination traversant sa poitrine. Plus tard ce soir-là, de retour à la fondation, Laurie l'a trouvé en train de passer en revue les listes d'inventaire, une ride profonde gravée sur son visage. « Qu'est-ce qui ne va pas ?» a-t-elle demandé en s'asseyant sur le bord de son bureau. « Il y a tellement à faire », a admis Paul en se penchant en arrière dans sa chaise. On dirait que nous ne faisons que commencer à explorer les possibilités. Laurie a incliné la tête pensivement. Madame Virginia disait toujours qu'on ne peut pas tout réparer en même temps, qu'il faut juste commencer petit et continuer. Ces mots étaient simples, mais portaient le poids de la sagesse de Virginia. Paul a hoché la tête, la tension dans ses épaules s'atténuant légèrement. Femme intelligente, ta marraine croyait en toi, tu sais. Laurie a ajouté doucement, nous aussi. Au fil des semaines et des mois, la fondation a commencé à établir son propre rythme. Les événements communautaires rapprochaient les voisins et les histoires de succès ont commencé à affluer. Une famille emménageant enfin dans un logement permanent, un enfant recevant un traitement médical salvateur, une mère célibataire trouvant un emploi stable. Ces victoires, bien que petites, avaient une immense signification pour Paul. Ses interactions avec les familles devenaient plus fréquentes et personnelles. Au début, il les abordait avec formalité, mais avec le temps, son attitude réservée s'est adoucie. Il écoutait leurs histoires, serrait leurs mains et riait même avec leurs enfants. Le masque froid qu'il avait porté pendant tant d'années a commencé à fondre, révélant un homme capable de connexion et d'empathie. Un soir, alors qu'il fermait les bureaux de la fondation, Laurie et Tommy attendaient près de la voiture. Le soleil couchant baignait la rue de teintes chaudes, projetant de longues ombres sur le trottoir. « Gros jour demain », a dit Tommy en montant à l'arrière. « Pique-nique communautaire. Tu ferais mieux de ne pas nous embarrasser. »« Embarrasser toi ?» a demandé Paul en haussant un sourcil. « Celui qui a tout organisé toute la semaine ne veut pas dire que tu ne vas pas gâcher », a taquiné Tommy, recevant une poussée ludique de Laurie. Alors que Paul démarrant la voiture, il a jeté un coup d'œil au rétroviseur, apercevant les deux enfants riant à l'arrière, leur camaraderie facile, leur résilience malgré tout ce qu'ils avaient enduré. C'était humbling, pour la première fois depuis des années, Paul a ressenti quelque chose d'analogue à la paix. La route à venir restait difficile, mais il ne la parcourait plus seul. Laurie et Tommy étaient devenus plus que des visiteurs, ils étaient la famille, le reliant à un but qui dépassait sa propre rédemption. Alors que la voiture s'éloignait, le panneau de la fondation scintillait dans la lumière décroissante, ses lettres audacieuses une promesse du travail à venir. Le pique-nique communautaire était animé par le bourdonnement des rires et des conversations. Des familles se rassemblaient dans le parc, leurs voix se mêlant aux légères notes de musique flottant d'une scène improvisée. Les enfants se poursuivaient sur l'herbe, leurs cris joyeux ponctuant l'air frais de l'après-midi. L'odeur de la nourriture grillée flottait dans l'air, se mélangeant à la douceur des fleurs en pleine floraison. Paul se tenait au bord de l'assemblée, scannant la scène. C'était la vision de Virginia rendue tangible, une communauté unie par l'espoir et le soutien. Pourtant, malgré la chaleur de la journée, un doute persistant le rongeait. Est-ce vraiment suffisant ?
Monsieur Livingstone, la voix a interrompu ses pensées. Il s'est tourné pour voir un homme âgé s'approcher, sa canne tapant rythmiquement sur le trottoir derrière lui, suivi d'une femme et d'un adolescent, tous deux portant des plateaux de nourriture. « Je voulais juste vous remercier », a dit l'homme en tendant une main usée. « Vous et votre fondation m'avez aidé à garder ma maison. Je pensais devoir partir, le seul endroit que j'ai appelé chez moi, mais vous êtes intervenu. » Paul a serré sa main fermement en hochant la tête. « Je suis content que nous ayons pu aider. » La femme s'est avancée, sa voix tremblante d'émotion. « Quand mon mari est tombé malade, nous n'avions nulle part où nous tourner. Votre épouse, Madame Virginia, nous apportait des provisions chaque semaine jusqu'à ce qu'il se rétablisse. Je ne sais pas où nous serions sans elle. » Entendre le nom de Virginia prononcé avec tant de révérence a laissé Paul momentanément sans voix. Il a réussi à se calmer. Elle aurait été heureuse d'entendre cela. Le garçon adolescent qui était resté silencieux jusqu'à présent a levé les yeux. « Elle m'a dit que je pouvais être tout ce que je voulais, » a-t-il dit. « L'année prochaine, je vais à l'université grâce à elle et grâce à toi. » Les mots ont touché quelque chose de profond en Robert. Il a souri faiblement en regardant la famille s'éloigner, leur gratitude persistante comme une présence tangible tout au long de l'après-midi. Davantage de familles l'ont approché avec des histoires similaires, chacune dessinant un tableau du héroïsme discret de Virginia, de ses efforts inlassables pour élever les autres, de sa croyance inébranlable dans le bien qui peut naître même du plus petit acte de gentillesse. Plus tard ce soir-là, alors que les dernières tables de pique-nique étaient pliées et que le parc se vidait, Paul s'est assis sur un banc près de l'aire de jeu. Laurie et Tommy jouaient à la tag avec un groupe d'enfants, leur rire résonnant à travers le champ qui s'assombrissait. « Elle était vraiment remarquable, n'était-ce pas ?» a murmuré Paul, plus pour lui-même que pour quiconque d'autre. Elle l'était. Une voix s'est élevée à côté de lui. Il s'est tourné pour voir Anna emmitouflée dans un manteau épais, marchant lentement vers le banc. Son visage était plus pâle qu'il ne s'en souvenait et sa silhouette semblait plus frêle, mais ses yeux portaient encore la vivacité qui l'avait frappé au début. « Anna, » dit-il, se tenant instinctivement. « Tu ne devrais pas être dehors par ce froid. » Elle a balayé ses inquiétudes, s'asseyant sur le banc à côté de lui. « Je voulais voir ça, » a-t-elle dit en faisant un geste vers la zone de pique-nique. « Virginia aurait été si fière de toi. » Paul s'est rasseyi, ses épaules lourdes d'un mélange de gratitude et de culpabilité. « Je ne fais que suivre son exemple. » Anna a souri faiblement. « Tu fais plus que ça. Elle disait toujours que tu avais un cœur généreux. Tu lui prouves qu'elle avait raison. » Ces mots se sont posés sur lui comme un poids appuyé contre sa poitrine. Il s'est tourné pour la regarder de plus près, notant le léger soulèvement et l'abaissement de ses respirations, la tension dans sa posture. « Comment te sens-tu » a-t-il demandé d'un ton prudent mais insistant. Elle a hésité avant de répondre, sa voix plus douce maintenant. « Certains jours sont meilleurs que d'autres, mais je suis fatigué, Robert. Je suis fatigué depuis longtemps. » La gravité de ces mots l'a frappé immédiatement. Il s'est penché en avant, ses mains serrées. « Anna, s'il y a quelque chose, n'importe quoi que nous puissions faire pour aider. » Elle l'a interrompu doucement. « Tu as déjà fait plus que je n'aurais pu demander, et tu t'occupes de mes enfants. C'est tout ce dont j'ai besoin. » La finalité dans son ton était impossible à ignorer. Paul a senti le nœud dans sa poitrine se serrer alors qu'il cherchait quelque chose à dire, quelque chose qui pourrait repousser l'inévitabilité de ses paroles, mais Anna a tendu la main, plaçant une main fragile sur la sienne. « Promets-moi, » a-t-elle dit, son regard ferme. « Promets-moi que tu les protégeras, que tu leur donneras la vie dont je ne pouvais pas. » Il a hoché la tête, sa gorge trop serrée pour parler. Cette nuit-là, au bureau de la fondation, Paul était assis seul à son bureau. Les histoires qu'il avait entendues tout au long de la journée résonnaient dans son esprit, entrelacées avec la supplique silencieuse d'Anna. Le travail de Virginia avait touché tant de vies et maintenant c'était sa responsabilité de s'assurer que cet héritage perdure. Il a ouvert le carnet de Virginia, passant ses doigts sur son écriture soignée. Chaque mot, chaque plan soigneusement élaboré était un rappel de sa foi en lui. Pour la première fois, il ne se sentait pas accablé par cela, mais plutôt renforcé. « Virginia » a-t-il murmuré, sa voix résolue. « Je vais mener cela à bien pour toi, pour eux. » En fermant le carnet, le son lointain des rires d'enfants a flotté par la fenêtre ouverte. C'était un rappel de ce qui comptait vraiment et une promesse du travail encore à venir. L'appel est arrivé tôt un matin, interrompant le calme de la routine quotidienne de Robert. Il était dans son bureau, examinant les plans pour la prochaine phase des programmes de sensibilisation de la Fondation lorsque le téléphone a sonné.
Il a immédiatement reconnu la voix de Laurie, mais elle tremblait, incertaine. « C'est maman ?» a-t-elle chuchoté. Elle ne va pas bien. Le médecin dit. Sa voix s'est brisée et la voix étouffée de Tommy est passée. Anna se ressaisissait. « J'arrive », a dit Paul sans hésiter, attrapant déjà son manteau. La maison d'Anna semblait plus lourde que d'habitude, la chaleur du radiateur ne parvenant pas à percer l'atmosphère solennelle. Paul est entré, accueilli par la poignée de main ferme de Tommy et le visage en larmes de Laurie. Les frères et sœurs l'ont conduit à la chambre où Anna était allongée, appuyée contre une montagne d'oreillers, sa silhouette frêle presque engloutie par les couvertures. Elle a tourné la tête au son de ses pas et a réussi à esquisser un faible sourire. « Robert » a-t-elle râpé, « je ne pensais pas que tu viendrais si vite. »« Je suis venu dès que j'ai su » a-t-il répondu en tirant une chaise près de son lit. Il a tendu la main vers la sienne, surpris par sa fraîcheur et sa fragilité dans sa prise. « Comment te sens-tu » Son rire était un son sec et faible, comme un cliché. Faible, fatigué, toutes ces choses dont il parle dans les livres. Il n'a pas souri. Anna, l'a-t-elle interrompu doucement, ses yeux rencontrant les siens avec une détermination tranquille. Nous savons tous les deux où cela mène. Il n'est pas nécessaire de faire semblant. La pièce est devenue silencieuse, à l'exception du bourdonnement rythmique du radiateur. Paul a détourné le regard, ses yeux tombant sur le tapis usé sous ses pieds. « Ce n'est pas juste » a-t-il murmuré. « Non » Anna a acquiescé. Mais la vie ne l'est que rarement. Les enfants ont traîné dans l'embrasure de la porte pendant que Paul restait aux côtés d'Anna. Elle a parlé d'une voix douce, demandant des nouvelles de la fondation, des familles qu'ils avaient aidées et du rôle de Laurie et Tommy. Quand sa force a diminué, elle s'est appuyée contre les oreillers, respirant doucement mais régulièrement. « Robert » a-t-elle dit après une longue pause, « j'ai besoin que tu me promettes quelque chose. » « Tu sais que tu n'as pas besoin de demander » a-t-il répondu, sa voix épaisse. Son regard, bien que fatigué, était inébranlable. « Promets-moi que tu prendras soin d'eux, Laurie et Tommy. Ce sont des enfants formidables, mais ils ont déjà perdu tant de choses. Ils ont besoin de quelqu'un sur qui se reposer, quelqu'un qui les aimera. » La gorge de Robert s'est serrée et il a eu du mal à trouver les mots. « Tu as ma parole » a-t-il dit finalement. « Je prendrai soin d'eux, je leur donnerai tout ce dont ils ont besoin. » Anna a hoché la tête, ses lèvres se courbant en un sourire le plus léger. « J'ai toujours su que Virginia avait raison à ton sujet. » Anna est décédée paisiblement ce soir-là, entourée de Laurie et Tommy. Paul est resté jusqu'à la fin, sa main ne quittant jamais la sienne. Lorsque le moment est venu, il a guidé les enfants hors de la pièce, les bras autour de leurs épaules alors qu'ils s'accrochaient à lui. Les jours qui ont suivi ont été un flou d'arrangements et de condoléances. Paul a pris en charge tout, veillant à ce qu'Anna soit enterrée avec dignité et grâce. Laurie et Tommy sont restés proches de lui, leur chagrin rugissant et sans filtre mais apaisé par sa présence constante. C'est un matin calme, après les funérailles, que Paul a pris sa décision. Assis à sa table de cuisine, une tasse de café devenant froide dans ses mains, il a réalisé la profondeur de sa responsabilité et son désir d'être plus qu'un tuteur pour Laurie et Tommy. Ils étaient devenus sa famille et il honorerait la mémoire d'Anna en devenant le père dont ils avaient besoin. Le processus d'adoption a avancé rapidement grâce à ses ressources, mais Paul était déterminé à être impliqué à chaque étape. Lorsque les papiers ont été finalisés, Laurie et Tommy ont emménagé dans son manoir. Leur rire et leur présence ont transformé les halls autrefois silencieux en un foyer. Devenir père n'était pas sans défi. Paul était habitué à gérer des chiffres, pas des adolescents avec leur propre personnalité et besoins. Laurie cherchait souvent sa réassurance, sa nature tranquille masquant une profonde vulnérabilité, tandis que l'esprit vif de Tommy entrait parfois en conflit avec le comportement sévère de Robert. Mais avec le temps, ils ont trouvé leur rythme. Les dimanches matins devenaient des petits déjeuners de crêpes dans la cuisine, Laurie retournant la pâte tandis que Tommy la taquinait sur ses cercles inégaux. Les soirs de semaine se terminaient souvent par des jeux de société à la table à manger où l'esprit compétitif de Robert émergeait, au grand plaisir des enfants. Peu à peu, les fractures de leur vie ont commencé à se réparer. Un soir, alors qu'ils étaient tous les trois assis dans le salon, Tommy s'est tourné vers Robert, sa voix inhabituellement sérieuse. « Pourquoi tu le fais ? Pourquoi tu nous prends ?» a-t-il demandé. « Parce que c'est la bonne chose à faire », a répondu Paul en posant son livre et en rencontrant le regard du garçon. « Parce que ta mère me faisait confiance et parce que je tiens à vous. » Laurie s'est recroquevillée avec une couverture sur le canapé. « Maman serait heureuse », a-t-elle dit doucement. Paul les a regardés,
son cœur gonflé d'un mélange de fierté et de gratitude. Elle le serait, a-t-il accepté. Moi aussi, pour la première fois depuis des années, Paul se sentait entier. Le vide que Virginia avait laissé derrière n'était pas comblé, mais il n'était plus une douleur creuse. Laurie et Tommy étaient devenus son ancre, leur présence l'ancrant dans une vie pleine de but et d'amour. À mesure que la nuit avançait, ils se sont assis ensemble, le poids de leur passé partagé allégé par les liens qu'ils avaient forgés, et à ce moment-là, Paul a su qu'il n'honorait pas seulement la mémoire d'Anna ou l'héritage de Virginia. Il construisait quelque chose de nouveau, quelque chose de durable pour eux tous. 15 ans plus tard, la fondation Virginia Loving restait un symbole inébranlable d'espoir à Phoenix. Ce qui avait commencé comme un effort modeste pour honorer l'héritage de Virginia était devenu une organisation multifacette fournissant logement, éducation, formation professionnelle et soins médicaux à des milliers de personnes. L'impact de la fondation s'étendait au-delà de la ville, inspirant des initiatives similaires à travers le pays. Au cœur de tout cela se trouvait Paul Livingston, dont le nom était passé d'une image de cupidité corporative à un synonyme de rédemption. Les bulletins de la fondation présentaient son visage et ses discours lors des galas de charité suscitaient des ovations debout, mais ce n'étaient pas les applaudissements ni les accolades qui le motivaient. C'étaient les visages des familles qu'ils avaient aidées, les enfants qui avaient maintenant une chance d'avenir, les vies réparées de manière qu'ils n'avaient jamais cru possible. Le manoir Livingston, autrefois un monument froid à la richesse, avait été rené en un foyer vivant d'amour et de but. Laurie et Tommy, désormais jeunes adultes, étaient devenus des leaders réfléchis et déterminés. Laurie, avec sa force tranquille et son esprit organisationnel aiguisé, gérait les opérations quotidiennes de la fondation. Tommy, à la fois vieux et charismatique, dirigeait la sensibilisation communautaire, son charme et sa sincérité gagnant même les publics les plus sceptiques. Paul était immensément fier d'eux, bien qu'il se demandait souvent s'ils réalisaient vraiment combien ils l'avaient façonné. En retour, leur influence avait adouci ses bords, lui avait appris la patience et avait rempli sa vie d'un sens qu'il n'avait pas connu mais qu'il désirait. Un après-midi d'automne clair, Paul était assis dans le jardin de la fondation, désormais une oasis luxuriante de verdure et de fleurs vibrantes. Un groupe d'enfants jouait à proximité, leur rire se portant dans la brise. Laurie s'est approchée, tenant une tablette avec des mises à jour sur un nouveau projet de logement. « Tout est en bonne voie », a-t-elle dit. « Nous pourrons commencer les travaux le mois prochain. » Paul a hoché la tête, les yeux fixés sur les enfants. « Tu as bien fait, Laurie, mieux que je n'aurais jamais pu l'imaginer, » a-t-il dit avec un sourire, posant une main sur la sienne. « Nous avons appris du meilleur, » a-t-elle répondu faiblement. Tommy les a rejoints quelques instants plus tard, une planchette à la main et un large sourire sur le visage. « Ne la laisse pas prendre tout le crédit, vieux. J'ai aussi contribué de manière significative, » a-t-il plaisanté en secouant la tête. « Ça, je ne le doute pas. » Les trois se sont assis ensemble, la tranquillité du jardin les enveloppant. Pour Robert, ces moments étaient l'aboutissement de tout ce vers quoi il avait travaillé, non seulement le succès de la fondation mais aussi la famille qu'ils avaient construite ensemble. Au fil des années, Paul a commencé à se retirer, faisant confiance à Laurie et Tommy pour poursuivre la fondation. Ces années de crépuscule étaient passées à les mentorer, partageant la sagesse qu'il avait acquise par les erreurs et la rédemption. Ils écoutaient attentivement, leur admiration évidente, bien qu'ils lui rappelaient souvent qu'il avait mérité son repos. Un matin calme, Paul était assis dans son bureau, une tasse de thé refroidissant sur le bureau à côté de lui. Il a regardé autour de lui, dans l'espace familier, les murs ornés de photos de Virginia, Anna, Laurie et Tommy. Chaque image racontait une histoire, un héritage d'amour, de perte et de seconde chance. La porte a grincé et Laurie est entrée, son expression douce. « Tu es resté ici un moment, tout va bien ?» Paul a souri, faisant signe qu'elle le rejoigne. Juste en train de me remémorer, elle s'est assise à côté de lui, jetant un coup d'œil aux photos. « Tu as fait tellement, papa, plus que quiconque n'aurait pu demander. » A-t-il tendu la main vers la sienne, sa prise douce mais ferme. « Ce n'est pas seulement moi, c'était Virginia, Anna et vous deux. Vous m'avez donné quelque chose en quoi croire. » Elle a appuyé sa tête sur son épaule et ils sont restés assis en silence confortable, le poids de la gratitude non exprimée remplissant la pièce. Paul est décédé paisiblement ce soir-là, entouré de Laurie et Tommy. Ses derniers mots étaient simples mais profonds. Prenez soin les uns des autres et gardez la lumière vivante. À ses funérailles, la communauté s'est rassemblée pour honorer l'homme qui avait été un symbole d'ambition et d'efficacité froide, mais qui s'était transformé en champion de la compassion. Laurie et Tommy ont parlé avec éloquence et sincérité,
partageant des histoires du père qui les avait guidés, du mentor qui les avait façonnés et de l'homme qui leur avait montré le pouvoir de la rédemption. La fondation a continué de prospérer sous la direction de Laurie et Tommy. Chaque année, à l'anniversaire du décès de Robert, ils organisaient une célébration en son honneur, réunissant famille et amis pour réfléchir à sa vie et à l'impact durable de son travail. Lors d'un tel anniversaire, Laurie et Tommy ont visité la tombe de Robert. Le cimetière était calme, à l'exception du bruissement doux des feuilles dans la brise froide d'hiver. La neige tombait doucement, recouvrant le sol d'un blanc immaculé, son silence amplifiant le poids du moment. Laurie et Tommy marchaient côte à côte, leurs pas délibérés alors qu'ils se dirigeaient vers le groupe de tombes sous un chêne majestueux. Dans les bras de Laurie se trouvait un bouquet de roses blanches, leurs pétales croustillants et délicats contre le froid. Tommy portait une petite lanterne, sa lueur chaude vacillant régulièrement malgré le froid. Les frères et sœurs se déplaçaient avec une compréhension tacite, leur lien façonné par des années de pertes partagées, de croissance et de but. Ils se sont arrêtés à la première pierre tombale, Virginia Livingston, une lumière qui ne s'éteint jamais. Laurie s'est agenouillée, posant doucement le bouquet à sa base. « Bonjour, Madame Virginia », a-t-elle dit doucement, sa voix portant un mélange de révérence et de chaleur. « Tu nous manques. » Tommy a ajusté la lanterne, la plaçant entre la tombe de Virginia et celle à côté. « Anna Rodriguez », a-t-il ajouté, « l'amour d'une mère est éternel », il a soupiré en brossant la neige de la pierre avec son gant. « Salut maman, nous sommes ici », a-t-il dit. La troisième pierre portait le nom de Robert Livingston, une vie rachetée, un héritage d'amour. Laurie s'est levée et a attrapé la main de Tommy, ses doigts tremblants légèrement de froid. « Ça ne semble pas réel parfois », a-t-elle murmuré, « qu'ils soient tous partis. » Tommy a serré sa main, son regard fixé sur le nom de Robert. « Il nous aurait dit de ne pas nous attarder, de continuer », a-t-il répondu, sa voix résolue. La fondation a encore tant à faire. Nous lui devons cela, ainsi qu'à maman et à Virginia, de la garder vivante. Laurie a hoché la tête, sa résolution correspondant à celle de son frère. La fondation Virginia Loving avait grandi au-delà de tout ce qu'ils auraient pu imaginer, touchant des vies à travers le pays. Mais il y avait toujours plus de travail à faire. Les plans d'expansion dans les zones rurales mal desservies étaient déjà en cours, tout comme les nouveaux programmes de soutien en santé mentale et de bourses d'études. Nous devrions lancer le programme de mentorat ce printemps, a dit Laurie, son esprit se tournant vers la logistique. C'est ce qu'il a toujours voulu, préparer la prochaine génération de leaders. Tommy a souri, son regard se tournant vers l'horizon enneigé. Et peut-être une clinique mobile pour les communautés éloignées, quelque chose qui atteint les gens qui ne peuvent pas venir à nous. Le sourire de Laurie s'est élargi. J'adore ça. Alors que la neige tombait plus fort, Laurie et Tommy ont posé leurs mains sur la pierre tombale de Robert, un geste silencieux de gratitude et de promesse. Nous te rendrons fier, papa, a chuchoté Laurie. Nous garderons la lumière vivante, a répondu le frère. Les frères et sœurs se sont retournés et ont commencé à redescendre le chemin, la lanterne projetant de longues ombres sur le sol enneigé. Le cimetière, autrefois un lieu de chagrin, ressemblait maintenant à un sanctuaire, un rappel des vies qui avaient façonné les leurs et de l'amour qui perdurait à travers elles. À l'entrée, Laurie a jeté un dernier regard en arrière, ses yeux s'attardant sur les 3 tombes sous le chêne. « Ils nous ont tout donné », a-t-elle dit doucement. « Et nous continuerons à donner », a répondu Tommy d'une voix ferme. La neige continuait de tomber alors qu'ils s'éloignaient, leurs empreintes traînant derrière eux comme des échos du passé. Dans leur cœur, ils portaient non seulement le poids de la perte, mais aussi la force de l'héritage qui leur avait été laissé, un héritage d'amour, de rédemption et la conviction que même les plus petits actes de gentillesse peuvent changer le monde. La lueur de la lanterne ondulait doucement alors qu'ils disparaissaient au loin, leur chemin éclairé non seulement par sa lumière mais aussi par l'esprit inébranlable de ceux qui les avaient précédés. Ensemble, ils continueraient le voyage, s'assurant que les noms gravés dans la pierre resteraient à jamais synonymes d'espoir. Si ce film touche votre cœur, laissez votre marque avec un like et n'oubliez pas de vous abonner à notre chaîne pour explorer plus d'histoires significatives avec nous. Partagez vos sentiments et racontez-nous vos propres histoires. Chaque mot que vous partagez est une brique qui aide à créer notre communauté forte et durable. Ensemble, nous créerons un espace chaleureux où chacun peut partager et se connecter. Enfin, ne manquez pas les incroyables histoires qui arrivent bientôt. Nous sommes toujours là pour vous apporter les meilleures sélections, pleines de valeurs profondes mais divertissantes. À bientôt!